Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette période de confinement qui s'allonge et qui s'allonge et qui va durer encore quelques semaines sans doute. Moi, j'en profite pour faire une série de vidéos sur une œuvre littéraire, pour vous apporter de la lecture à haute voix, pour diversifier vos journées, et pourquoi pas pour vous reposer ou vous divertir. L'idée, c'est de faire donc plusieurs vidéos sur un texte d'Albert Camus qui s'appelle La Peste, qui relate en fait une épidémie qui se passe à Oran, en Algérie française en 1940, dans les années 40 du XXe siècle, où s'installe petit à petit cette épidémie de peste, et qui est l'occasion donc pour Albert Camus, qui s'inspire de faits historiques, une peste qui a vraiment eu lieu dans ces années-là en Algérie, d'examiner un petit peu les comportements humains face à une telle catastrophe, disons. Donc ça va être l'occasion d'explorer un petit peu les comportements globaux, donc de collectivité, comment s'organise une société, comment s'organisent des êtres humains entre eux, mais aussi des comportements individuels, d'entraide, mais aussi des fois de brigandage, de marché noir, etc. Donc c'est l'occasion de parcourir un peu dans cette période d'épidémie que nous traversons, une œuvre littéraire qui en parle directement et, euh, et de façon assez claire. Alors, Albert Camus, c'est un petit peu parfois difficile, mais il me semble que ça peut être abordable et je vais essayer d'être d'aller doucement, d'être clair, et donc de faire des vidéos d'à peu près un quart d'heure pour respecter un temps bref, que ce soit pas trop long et que vous puissiez petit à petit le lire quand vous le souhaitez, enfin l'écouter quand vous le souhaitez dans votre journée. Alors, je vais commencer. Alors vous m'excuserez bien sûr, hein, c'est la première fois que je m'exerce à cette lecture à haute voix, donc je risque de faire quelques petites erreurs, mais je sais que vous me pardonnerez ces erreurs. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place, et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de monsieur Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison, il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui, lorsqu'il vit surgir du fond obscur du couloir un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin, rejetant du sang par les babines entr'ouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui. Ce n'était pas au rat qu'il pensait. Ce sang rejeté le ramenait à sa préoccupation. Sa femme, malade depuis un an, devait partir le lendemain pour une station de montagne. Il la trouva couchée dans leur chambre, comme il lui avait demandé de le faire. Ainsi se préparait-elle à la fatigue du déplacement. Elle souriait. Je me sens très bien, disait-elle. Le docteur regardait le visage tourné vers lui dans la lumière de la lampe de chevet. Pour Rieux, à 30 ans et malgré les marques de la maladie, ce visage était toujours celui de la jeunesse, à cause peut-être de ce sourire, qui emportait tout le reste. Dors si tu peux, dit-il. La garde viendra à 11 heures et je vous mènerai au train de midi. Il embrassa un front légèrement moite, le sourire l'accompagna jusqu'à la porte. Le lendemain, 17 avril, à 8 heures, le concierge arrêta le docteur au passage et accusa des mauvais plaisants d'avoir déposé 3 rats morts au milieu du couloir. On avait dû les prendre avec de gros pièges car ils étaient pleins de sang. Le concierge était resté quelque temps sur le pas de la porte, tenant les rats par les pattes et attendant que les coupables voulussent bien se trahir par quelque sarcasme. Mais rien n'était venu. À cela, disait M. Michel, je finirai par les avoir. Intrigué, Rieux décida de commencer sa tournée par les quartiers extérieurs, où habitaient les plus pauvres de ses clients. La collecte des ordures s'y faisait beaucoup plus tard, et l'auto qui roulait le long des voies droites et poussiéreuses de ce quartier frôlait les boîtes de détritus laissées au bord du trottoir. Dans une rue
qu'il longeait ainsi, le docteur compta une douzaine de rats jetés sur les débris de légumes et les chiffons sales. Il trouva son premier malade au lit, dans une pièce donnant sur la rue et qui servait à la fois de chambre à coucher et de salle à manger. C'est un vieil espagnol au visage dur et raviné. Il avait devant lui une couverture, deux marmites remplies de pois. Au moment où le docteur entrait, le malade à demi dressé dans son lit se renversait en arrière pour tenter de retrouver son souffle caillouteux de vieil asthmatique. Sa femme apporta une cuvette. Un docteur, dit-il, pendant la piqûre. Ils sortent, vous avez vu? Oui, dit la femme. Le voisin en a ramassé trois. Le vieux se frottait les mains. Ils sortent, on en voit dans toutes les poubelles, c'est la fin. Rieux n'eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats. Ses visites terminées, il revint chez lui. Il y a un télégramme pour vous là-haut, dit monsieur Michel. Le docteur lui demanda s'il avait vu de nouveaux rats. Ah non, dit le concierge, je fais le guet, vous comprenez, et ces cochons-là n'osent pas. Le télégramme avertissait Rieux de l'arrivée de sa mère pour le lendemain. Elle venait s'occuper de la maison de son fils en l'absence de la malade. Quand le docteur entra chez lui, la garde était déjà là. Rieux vit sa femme debout, en tailleur, avec les couleurs du phare. Il lui sourit. C'est bien, dit-il, très bien. Un moment après, à la gare, il l'installait dans le wagon-lit. Elle regardait le compartiment. C'est trop cher pour nous, n'est-ce pas? Il le faut, dit Rieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? Je ne sais pas. C'est bizarre, mais cela passera. Puis il lui dit très vite qu'il lui demandait pardon. Il aurait dû veiller sur elle, et il l'avait beaucoup négligée. Elle secouait la tête comme pour lui signifier de se taire, mais il ajouta. Tout ira mieux quand tu reviendras. Nous recommencerons. Oui, dit-elle, les yeux brillants. Nous recommencerons. Un moment après, elle lui tournait le dos et regardait à travers la vitre. Sur le quai, les gens se pressaient et se heurtaient. Le chuintement de la locomotive arrivait jusqu'à eux. Il appela sa femme par son prénom, et quand elle se retourna, il vit que son visage était couvert de larmes. Non, dit-il doucement. Sous les larmes, le sourire revint, un peu crispé. Elle respira profondément. Va-t'en, tout ira bien. Il la serra contre lui, et sur le quai maintenant, de l'autre côté de la vitre, il ne voyait plus que son sourire. Je t'en prie, dit-il, veille sur toi. Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Près de la sortie, sur le quai de la gare, Rieux heurta monsieur Othon, le juge d'instruction qui tenait son petit garçon par la main. Le docteur lui demanda s'il partait en voyage. Monsieur Othon, long et noir, et qui ressemblait moitié à ce qu'on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort, répondit d'une voix aimable mais brève. J'attends madame Othon qui est allée présenter ses respects à ma famille. La locomotive siffla. Les rats, dit le juge. Rieux eut un mouvement dans la direction du train, mais se retourna vers la sortie. Oui, dit-il. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tout ce qu'il retint de ce moment fut le passage d'un homme d'équipe qui portait sous le bras une caisse pleine de rats morts. L'après-midi du même jour, au début de sa consultation, Rieux reçut un jeune homme dont on lui dit qu'il était journaliste et qu'il était déjà venu le matin. Il s'appelait Raymond Rambert. Court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents, Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l'aise dans la vie. Il alla droit au but, il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes, et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieux lui dit que ce n'était pas bon, mais il voulait savoir, avant d'aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité. Certes, dit l'autre. Je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale? Totale, non, il faut bien le dire, mais je suppose que cette condamnation serait sans fondement. Doucement, Rieux dit qu'en effet une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu'en posant cette question, il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserve. Je n'admets que les témoignages sans réserve, je ne soutiendrai donc pas les vôtres, je ne, je ne soutiendrai donc pas le vôtre de mes renseignements. C'est le langage de Saint-Just, dit le journaliste en souriant. Rieux dit sans élever le ton qu'il n'en savait rien, mais que c'était le langage d'un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables, et décidé à refuser pour sa part l'injustice et les concessions. Rambert, le cou dans les épaules, regardait le docteur. Je crois que je vous comprends, dit-il enfin, en se levant. Le docteur l'accompagnait vers la porte. Je vous remercie de prendre les choses ainsi. Rambert parut impatienté. Oui, dit-il, je comprends, pardonnez-moi. Pardonnez-moi ce dérangement. Le docteur lui serra la main et lui dit qu'il y aurait un curieux reportage à faire sur la quantité des rats morts qu'on trouvait dans la ville en ce moment. Ah, s'exclama Rambert, cela m'intéresse. À 17 heures, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l'escalier un homme encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé, barré d'épais sourcils.
Il l'avait rencontré quelquefois chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Tarou fumait une cigarette avec application en contemplant les dernières convulsions d'un rat qui crevait sur une planche à ses pieds. Il leva les yeux sur le docteur, le regard calme et un peu appuyé de ses yeux gris, lui dit bonjour, et ajouta que cette apparition des rats était une curieuse chose. Oui, dit Rieux, mais qui finit par être agaçante. Dans un sens, docteur, dans un sens seulement, nous n'avons jamais rien vu de semblable. Voilà tout. Mais je trouve cela intéressant, oui. Positivement intéressant. Tarou passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière. Regarda de nouveau le rat, maintenant, immobile, puis sourit à Rieux. Mais en somme, docteur, c'est surtout l'affaire du concierge. Justement. Le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur, près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage, d'ordinaire congestionné. Oui, je sais, dit le vieux Michel à Rieux, qui lui signalait la nouvelle découverte. C'est par deux ou trois qu'on les trouve maintenant, mais c'est la même chose dans les autres maisons. Il paraissait abattu et soucieux. Il se frottait le cou d'un geste machinal. Rieux lui demanda comment il se portait. Le concierge ne pouvait pas dire. Bien entendu que ça n'allait pas. Seulement, il ne se sentait pas dans son assiette. À son avis, c'était le moral qui travaillait. Ces rats lui avaient donné un coup et tout irait beaucoup mieux quand ils auraient disparu. Mais le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva M. Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles des maisons voisines en étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. Ce sont des choses qui arrivent. C'était une petite femme, aux cheveux argentés, aux yeux noirs et doux. Je suis heureux de te revoir, Bernard, disait-elle. Les rats ne peuvent rien contre ça. Lui approuvait. C'était vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieux téléphona cependant au service communal de dératisation dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient au grand nombre mourir à l'air libre? Mercier, le directeur, en avait entendu parler et, dans son service même, installé non loin des quais, on en avait découvert une cinquantaine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Riel ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. Oui, dit Mercier, avec un ordre. Si tu crois que ça vaut vraiment la peine, je peux essayer d'obtenir un ordre. Ça en vaut toujours la peine, dit Riel. Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où travaillait son mari. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter. Car, à partir de 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent en effet des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue, mais depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas, dans les poubelles ou en longues files dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire, dès ce jour-là, et demanda si la municipalité, oui ou non, se proposait d'agir, et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé, et n'avait rien envisagé du tout, mais commença par se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts, tous les matins à l'aube. La collecte finie, deux voitures du service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération afin de les brûler. Alors je vais m'arrêter là, parce que c'est bientôt 15 minutes de la vidéo et que le chapitre est assez long. Mais je vous ferai bientôt une nouvelle vidéo, donc pour la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'aidera à adopter un autre ton, à aller plus vite, moins vite, à articuler plus, etc. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite de La Peste d'Albert Camus. Au revoir et prenez soin de vous.